Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui clôt le mois de janvier et inaugure le mois de février. Donc je prends ma pile des livres lus et je choisis mes trois préférés dans la partie roman et dans la partie graphique. Donc c'est parti pour la petite sélection. Alors on commence par les romans. J'ai lu tout ça. Bon, pour celui-là, le dernier, je triche un peu, mais j'ai lu tout ça quand même en janvier. Et c'était une belle... franchement, l'année 2022 a vraiment bien commencé comme côté lecture, parce que parmi les trois que je vais vous présenter dans ces trois préférés, il y a deux coups de cœur. Donc, c'est trop cool. Alors, voire presque trois, hein. C'est très dur pour moi de choisir, mais je suis obligée d'en enlever quelques-uns. Alors, bon, de toute façon, si vous voulez retrouver mes avis, rendez-vous sur Instagram, sur le compte ev3.lecture que je vous mets ici. Vous retrouvez les liens en dessous dans la barre d'infos. Et celui-ci, je ne l'ai pas chroniqué parce qu'il est tout petit et c'est de la poésie. Et franchement, j'ai été assez mitigée. Mais le reste, celui-ci a déjà été chroniqué et ces deux-là vont arriver. Et franchement, c'était tous des très bonnes lectures. Alors, mes trois coups de cœur. On va commencer avec un livre jeunesse, D'or et d'oreiller de Flore Vesco, dans cette très belle collection, L'école des loisirs, qui est sortie l'année dernière, cette très belle couverture. Donc c'est une réécriture d'un conte, le conte de la princesse au petit pois, qui est complètement revisité par Flore Vesco dans une plume très moderne, très féministe, qui met en avant la différence, qui abat tous les préjugés, notamment de l'époque, puisque là on est, on va dire, au 19e siècle, et donc on reprend le conte comme quoi de jeunes princesses seraient testées en étant invitées par un jeune prince à sa demeure, et l'idée étant de les faire dormir sur un lit qui est composé de plusieurs matelas très en hauteur, et en fait si elles passent une bonne nuit, c'est qu'elles n'est pas digne, elles ne sont pas dignes d'être la future princesse. Mais si elle passe une mauvaise nuit, là du coup oui, parce que entre les différents matelas, il y aurait ce fameux petit pois qui gênerait la plus délicate des princesses, et que être très délicate pour une princesse, c'est vraiment ce qu'il faut. Et voilà, Flore Vesco prend ce conte et dit mais c'est n'importe quoi, moi je vais vous raconter la vraie histoire, la vraie histoire qui est derrière, et voilà, donc elle part de là, et elle nous fait toute une histoire avec de la magie, des personnages assez forts, un lieu qui a sa propre vie, sa propre histoire. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé, je ne vais pas forcément vous en dire plus. Si vous voulez retrouver mon avis, je vous invite à regarder mes carnets de lecture dans lesquels j'en parle. J'ai beaucoup aimé, ça se lit très bien, très rapidement, puisque c'est un livre qui fait à peu près un peu moins de 250 pages. C'est une très belle édition, c'était très agréable de lire ce livre-là. Ce n'était pas un coup de cœur, je lui ai mis 4,5 parce que j'aurais voulu qu'à la fin, Flore Vesco... J'ai mon chat qui veut rentrer comme d'habitude. J'aurais voulu qu'à la fin, Flore Vesco aille un peu plus loin, notamment sur cette relation qu'il peut y avoir entre ce prince et sa mère. Ceux qui ont lu sauront. Voilà, donc... En tout cas, je peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment très bien. Ça parle de sexualité, donc petit warning, si vous faites lire à vos enfants... Regardez bien l'âge à partir duquel ils peuvent le lire, parce que c'est extrêmement initiatique. Mais c'est très bien écrit, c'est très doux et respectueux de l'homme et de la femme dans cette histoire-là. Donc ensuite, deux coups de cœur littérature fantastique, on va dire. J'ai commencé l'année avec Dune de Frank Herbert. Donc là, on est plutôt sur de la science-fiction, space opéra, voilà. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter l'histoire parce que c'est quand même assez lourd. Je vous renvoie vers mon carnet de lecture où j'en parle.
et je peux que vous conseiller d'y aller parce que moi finalement j'avais peur d'y aller. C'est un des livres, en fait c'est la saga préférée de mon compagnon et il m'a toujours fait peur ce livre. J'avais peur qu'il y ait de nombreux personnages trop, que ce soit sombre et que ce soit difficile à lire. Pas du tout, ce n'est pas difficile à lire et tout prend sa place petit à petit. Il faut passer les 80 premières pages, comme souvent dans les livres de science-fiction où on installe, voilà, on prend le temps d'installer, parce que là, il y a quand même 600 pages. Ouais. Plus de 600 pages, à peu près 700. On prend le temps d'installer l'histoire, mais ça vaut le coup parce que c'est passionnant. Je me suis délectée de chaque page. J'étais très fatiguée quand je l'ai lu et je me suis pas pressée pour le lire et je profitais de chaque page. Vraiment, c'était vraiment très agréable. Il y a un lexique à la fin et il y a des compléments, des annexes à la fin que je vous conseille de lire parce que c'est vraiment intéressant. Et si vous voulez continuer la suite de la saga Dune, bah voilà, c'est du plus. Moi je vais continuer, c'est sûr. D'ailleurs je sais pas quand est-ce que je vais lire, mais il est juste en dessous, là je le vois, le Messie de Dune de Frank Herbert. Je pense que je vais adorer. Et voilà, c'est quelque chose que je relirai, c'est sûr. Et cette collection Robert Laffont, elle est trop belle, hein, franchement, avec une préface de Denis Villeneuve et Pierre Bordage. Tout est extrêmement intéressant dans cette œuvre, donc voilà, c'était vraiment mon coup de cœur de début d'année. L'année 2022 a très bien commencé. J'ai enchaîné avec la lecture de la fin du Prieuré de l'Oranger, parce qu'en fait, je disais que je trichais, parce que finalement, j'ai lu surtout celui-là, qui est en fait le 2e tome. Mais je me suis offert l'intégrale, et j'ai beaucoup aimé. Donc là, on est dans un univers fantasy, dans un monde où ce sont les femmes qui gouvernent, donc déjà, c'est très original. C'est écrit par, je l'ai pas dit, Samantha Shannon et c'est édité chez De Saxus. Je vous conseille pour la lecture de prendre la version poche chez J'ai lu, qui est beaucoup plus agréable parce que celui-ci est très lourd et moi j'aurais trop peur de casser la tranche là. Donc bon, je ne sais pas. Mais en même temps, ça se pose quand même assez bien. Bon bref, c'est pas le sujet. Donc j'ai lu le 2e tome, puisque le premier, je l'avais lu l'année dernière en mai. J'ai eu très peur de pas retrouver mes marques dans cet univers, et j'ai pris quelques notes au début, et puis finalement j'ai très vite retrouvé tous les personnages, l'histoire passionnante de ce monde qui est divisé par la magie, par les croyances, par voilà, les différentes règles des différents lieux de ce monde. Et mais ce que j'ai aimé, c'est la profondeur. J'ai aimé le fait qu'on suive différents personnages dans différents lieux et que l'on comprenne rapidement qu'il y a un moment, ils vont devoir se retrouver et vivre ensemble. Et j'ai aimé le début, j'ai aimé le milieu, j'ai aimé la fin, j'ai adoré la fin. J'ai trouvé que Samantha Shannon prenait vraiment le temps de nous dépeindre son histoire avec passion. Dans un univers vraiment aussi très particulier et très riche, mais chaque personnage est touchant. Et moi qui ai adoré le personnage de Tané, j'étais tellement contente à la fin quand vraiment on s'attarde sur son personnage. Le personnage central est plutôt, je dirais, Ed, qui vient justement du Prieuré de l'Oranger et qui cache son identité au départ. Il y a une histoire d'amour entre ces deux femmes qui est très belle sans que ce soit le sujet principal. Ça semble tout à fait naturel, c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est-à-dire qu'elle parle de choses, de sujets sensibles à notre société actuelle pour en faire une histoire fantastique, fantasy, fort intéressante, quoi. Donc c'est ça que j'ai trouvé. Je trouve que son pari était osée et qu'elle a vraiment bien réussi, quoi. Donc vraiment j'ai adoré. Et je l'ai acheté dans cette collection parce que c'est un livre que je relirai certainement. Il y a tellement de détails que je pense que c'est quelque chose qu'on laisse passer 3-4 ans et finalement on y retourne avec grand plaisir. Donc je vais le conserver avec vraiment attention pour pouvoir y replonger dedans. Surtout que c'est quand même cette œuvre-là qui m'aura ouvert les voies de la littérature fantasy, et donc rien que pour ça je le chéris. Voilà, donc on va passer à la partie graphique.
Donc côté graphique, j'ai choisi de vous parler du second tome de Muséum qui clôt la duologie chez Pika Graphique. C'est la duologie de Ryosuke Tomoe, Muséum Killing in the Rain. Donc ça c'est le tome 2 que j'ai emprunté à la bibliothèque. Je n'ai pas le tome 1 avec moi. C'est un livre que je m'achèterai certainement. J'ai adoré. En fait ce que j'aime moi c'est quand c'est terminé. Et ça constitue vraiment une histoire passionnante. On est sur du polar, du thriller, et on suit l'enquête policière d'un tueur en série qui apparemment se venge d'un procès qui a eu lieu plusieurs années auparavant. Et on va suivre particulièrement un flic qui est... lui, je sais un peu son nom, oups, qui, on va dire, va être rapidement engagé dans cette histoire de façon personnelle puisque sa femme était juge de ce procès. Et donc, en plus, avec sa femme, il y a un petit trouble, c'est-à-dire que, c'est pas un petit trouble, c'est juste qu'il travaille tellement et tellement passionné par son métier qu'il met de côté sa vie de famille à tel point qu'elle va partir en fait avec son fils. Et au moment où elle va partir, en fait, il se rend compte que du coup, elle était jurée, elle n'était pas juge, elle était jurée du procès. Et donc, du coup, sa vie est en jeu, il y a un risque pour elle. Et donc, du coup, il est très engagé personnellement, il va être destitué de l'affaire, mais on va continuer à le suivre et démêler un peu cette intrigue qui est dessinée et écrite. Alors, il y a peu de texte, on va dire, mais alors visuellement, c'est une claque parce que les dessins sont vraiment assez impressionnants. Je peux pas trop vous montrer parce que dans le second tome, on a quand même des choses qui pourraient divulgacher l'histoire. Donc c'est des dessins très cinématographiques, moi je trouve. On est vraiment dans l'histoire. Je trouve que moi j'étais complètement immergée, ça a très bien fonctionné avec moi. C'est très flippant, très froid, on se demande si on va s'en sortir, on veut aller jusqu'au bout, c'est quelque chose qui peut se lire vraiment en une seule fois, même si c'est quand même des mangas assez longs. Moi, voilà, c'est des livres qui me happent, hein, c'est clair. Donc je peux que vous le conseiller si vous aimez le thriller et si vous voulez toucher au manga. Franchement, allez-y parce que c'est vraiment génial. Donc ça, c'était vraiment presque un coup de cœur. En fait, ce qui fait que c'est pas un coup de cœur particulier, j'ai mis 4,5 sur 5 sur Babelio, c'est parce qu'en fait, finalement, le thriller est pas forcément un genre qui me fait vibrer. Enfin, si, c'est pas que ça me fait vibrer, c'est que ça me touche pas particulièrement. Je trouve ça vraiment haletant, mais ça n'a pas d'effet sur le long terme. Je ne me remets pas en question avec avec ce genre littéraire. Donc c'est tout. C'est pour ça qu'en fait, c'est rarement des coups de cœur. Mais c'est souvent très bon, vous voyez, je juge ça très bon. Après, c'est chacun ses goûts. Hein. Moi, en tout cas, c'est rare que j'ai vraiment un coup de cœur, un livre qui me dise « Ah oui, là, je me souviens vraiment de tout, j'ai qu'une envie, c'est de le relire. » Voilà, je serais capable quand même de le relire plusieurs années après, parce que je trouve que c'est génial. Voilà, bref. J'ai choisi de mettre deux petits mangas. Je vais vous parler de ces deux mangas pour ma sélection. J'ai choisi de vous parler du mari de mon frère, de Genjoro Tagame, chez Akata Édition. C'est le premier tome. J'ai trouvé que c'était vraiment très chouette. C'est l'histoire de ces deux personnages, père et fille, qui vivent tous les deux ensemble. Lui a un frère jumeau, mais qui vient de décéder. Il était parti vivre au Canada et il a eu une histoire d'amour avec cet homme-là, qui s'appelle Mike, je crois. Et donc, cet homme-là, ils ne se connaissent pas tous les deux, mais lui, un jour, débarque chez, comment il s'appelle ? Chez Yashi, au Japon, pour retourner en fait sur les traces des lieux, sur les lieux où son mari en fait a vécu son enfance, parce que ça l'intéresse et qu'il est très triste de l'avoir perdu. Donc un jour, il toque à la porte de Yashi et Kana, je crois. Ouais. Qui ont une relation très tendre, et cette petite fille pose des questions très franches. Enfin, elle est vraiment très franche et elle pose des questions sur l'homosexualité qui vont gêner, qui vont mettre en position de gêne en fait le papa. Mais finalement, il va toujours réfléchir à ce qu'il pense de ce Mike qu'il connaît pas, mais aussi à sa relation avec son frère qui s'était
un petit peu étiolé depuis son départ au Canada, qui lui avait annoncé son homosexualité. Et lui, en fait, il avait eu une réaction pas méchante, mais je sais pas, il s'était éloigné de son frère suite à ça. On sait pas si c'est pour ça. Et en fait, ça questionne vraiment l'homosexualité et le fait qu'on l'accepte dans la famille ou non. Et j'ai trouvé que c'était abordé d'une façon très intelligente. J'ai beaucoup été touchée par ce personnage de Yashi, presque à pleurer quoi, parce que vraiment sa relation avec son frère, sa relation avec sa fille, voilà, tout ça, ça m'a vraiment touchée en fait, ce manga. Donc j'achèterai la suite et je peux que vous le conseiller parce que c'est très doux et intelligent. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et sinon, j'ai mis le second tome de Terrarium de Yuna Hirasawa. Donc c'est le tome 2 chez Glénat Éditions. Le premier, je peux aller. Bref, j'ai relu le premier parce que j'avais peur de ne pas avoir tous les... Non, je ne l'ai pas relu, je l'ai vite feuilleté pour pouvoir me le remettre en tête. Donc on suit ces deux personnages là. Donc on a Chico qui est humaine et son petit frère Pino qui est un robot. Alors on ne sait pas pourquoi c'est son petit frère et on va le comprendre dans ce second tome. Donc je vous invite à le lire. Ils sont ils naviguent, en fait ils naviguent pas, ils se déplacent dans un monde qui est complètement détruit par certainement une bombe nucléaire ou quelque chose comme ça. Et en fait tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Et on est vraiment dans de l'anticipation. Et on est sur de la science-fiction. Et donc il se déplace et avec le savoir de Chico qui, par contre je ne sais plus quel est c'est un nom particulier, mais bon, elle sait des choses, elle a des connaissances en technique, elle a des connaissances en médecine, tout ça, ce qui fait que elle part à la recherche, en fait, elle va sur les traces de sa mère, parce qu'apparemment, on ne sait pas si sa mère est morte ou non. Elle part sur les traces de sa mère avec son petit frère, et on les suit sur leur chemin, dans leur périple, et ils vont croiser plusieurs personnes. Là, notamment, ils sont dans une ville qui s'appelle Rainforest, donc c'est une sorte de forêt qui est recouverte par l'eau, un peu suspendue. Vous voyez, il y a des ponts suspendus. Donc on est dans un univers vraiment atypique, et avec des relations très humaines. Et là, on va parler de maladie, du fait d'accepter sa maladie et de vivre avec, et de la façon de vivre avec. Et c'est toujours très touchant. Le premier tome m'avait beaucoup plu. Le second est dans la même lignée, je dirais. Tout aussi passionnant, mais j'ai envie de savoir ce qui se passe après, comme d'habitude. Je trouve que dans ces sagas, des fois, on tire un peu, mais... Bon, là, voilà, le troisième est sorti. J'ai vu qu'il était chez ma libraire ce matin, mais je ne l'ai pas pris. En tout cas, je le prendrai prochainement. C'est un petit manga. Voilà, donc je peux que vous le conseiller. Vous avez vu cette couverture, elle est vraiment très très belle. Et les dessins sont beaux. Ils sont beaux, mais ils sont pas non plus exceptionnels. Il n'y a pas... Enfin là, il y a quand même des planches au début en couleur qui sont vraiment très belles. Mais après, on est plus sur du manga traditionnel, je dirais. Sans forcément que ce soit très esthétique. On parle pas mal de protection de l'environnement finalement dans ce manga. D'humanité, voilà. Je me souviens qu'il y avait quelques planches qui étaient quand même belles, mais bon, c'est pas non plus... Vous voyez, il y a quand même des choses assez jolies. Mais globalement... Pardon, il y a beaucoup de lumière. Globalement, c'est pas non plus le dessin qui impose. Là, on est plus sur du fond, je dirais. Mais cette couverture est vraiment très très belle. Voilà. Voilà pour ma petite sélection de janvier. J'espère que février sera tout aussi agréable. Côté graphique, j'aimerais pouvoir avoir plus de coups de cœur. Mais on va voir, ça va peut-être venir. Je vais peut-être en lire un peu plus ce mois-ci. Puisque je vais essayer de
de mettre aussi quelques mangas en plus par rapport à ma palle de février que je vous ai partagé en vidéo. J'avais envie de participer aussi à Février ta palle de Alex Booking en Prada et du coup mettre aussi des graphiques dedans pour essayer d'en lire pas mal. Mais je vous en parle dans mon prochain carnet de lecture. Donc, enfin, pas le prochain qui va sortir, mais celui d'après. Voilà. Donc, je vous laisse là. J'espère que vous aussi, vous avez eu des belles lectures en janvier. Et on va croiser les doigts pour que nos lectures de février soient fantastiques. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Je vous embrasse. Bye bye.